comme le professeur Tadedine nous l'a dit, moi je viens de Coalition Plus, c'est un réseau d'organisations communautaires qui lutte contre le VIH et les hépatites virales dans le monde entier, et notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie et aussi dans quelques pays d'Europe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du programme EPIC qu'on a conduit pendant la crise sanitaire Covid-19, dans lequel va venir s'inscrire un projet plus spécifique, EPIC MENA, qui était basé sur des méthodes uniquement qualitatives et qui nous ont permis de mesurer l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les populations qui vivent avec le VIH ou qui y sont très exposées. Donc, je vais vous présenter brièvement d'abord le programme EPIC. Donc, ce programme a été conduit entre 2020 et 2022, après les premières semaines de la pandémie de Covid-19. Donc, il avait un triple objectif. Le premier, c'était d'évaluer l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les personnes qui vivent avec le VIH ou qui sont très exposées à l'infection du VIH et au VHC. Ça avait également pour objectif d'évaluer l'impact de la crise Covid-19 sur les personnes qui travaillent auprès de ces populations en milieu communautaire, donc les ASC, les acteurs de santé communautaire. Et enfin, d'identifier des innovations ou adaptations clés des services VIH et VHC communautaires qui pourraient être étendus et maintenus après la crise en milieu communautaire. Ça me fait écho à ce que j'ai entendu ce matin, que le dépistage communautaire en Algérie avait pu avoir lieu finalement grâce au Covid. Donc il y a aussi des bonnes choses qui ont pu émerger de cette situation. Donc le programme EPIC, au total, c'est 80 structures qui ont participé dans 32 pays, répartis dans le monde entier. 67 enquêtes quantitatives auprès de 13 352 personnes. Ça nous a également permis... On n'entend pas le micro, oui. Ça a également permis de former 140 personnes, soit à conduire des entretiens, soit à faire passer des questionnaires. Et on a aussi réalisé 52 enquêtes qualitatives. Dont celle de EPIC MENA, qui était une enquête qualitative uniquement dans la région MENA, chez les partenaires et les membres du réseau de Coalition Plus. Donc l'objectif spécifique, c'était d'évaluer les conséquences de la crise sanitaire sur l'accès aux services VIH et sur l'exposition à ce risque auprès des populations clés. Donc le recueil de données, nous avons conduit des entretiens subdirectifs dans tous les pays. C'est des personnes qui étaient formées localement qui ont conduit ces entretiens. Et les guides d'entretien étaient communs dans tous les pays pour pouvoir ensuite comparer et analyser les données. Dans ces thèmes, on abordait notamment la connaissance et la perception du risque Covid-19, et ça inclut des données d'attitude sur la vaccination, l'impact sur la vie personnelle, l'accès aux soins, que ce soit aux soins de santé globale, aussi aux services de VIH et de réduction des risques. Et enfin, les relations avec la structure membre ou partenaire de Coalition Plus qui était en train de conduire le projet. Donc, dans la région MENA, les associations qui ont participé, c'est la LCS au Maroc. En Algérie, il y avait donc la PCS et également l'association Anis. En Tunisie, ATL, ATV+. En Mauritanie, SOS Père Éducateur et Marsa au Liban. Comme vous le voyez, chaque association a investigué des populations différentes. Au total, il y a 66 personnes vivant avec le VIH qui ont été interrogées, 33 hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 29 UD, tous en Algérie, 25 acteurs de santé communautaire et 20 travailleuses du sexe. Donc les entretiens avaient été conduits soit à distance, en fonction des mesures sanitaires au moment de la conduite des entretiens, ou alors en face à face. Toutes les données ont été recueillies soit fin 2020, soit courant 2021. C'est important à préciser parce que je pense que le contexte a changé avec la pénurie en Algérie suite à la collecte des données, donc vous verrez que les résultats du coup ne sont pas les mêmes. Donc ce gros corpus d'entretien qu'on a pu recueillir grâce à la mobilisation communautaire sur le terrain, on est en train de faire une analyse thématique de contenu dessus. Du coup c'est une méthodologie scientifique pour pouvoir analyser des données qualitatives et derrière pouvoir les publier, faire du plaidoyer avec. Donc, dans un premier temps, on a identifié tous les extraits relatifs aux conséquences de la crise sur les personnes. Et ça s'appelle une analyse verticale par entretien. Et ensuite, on est en train de conduire une analyse qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire qu'on se détache des entretiens et on ne travaille plus que sur la masse de données extraites
pour ensuite construire des thèmes et une réponse à nos objectifs de recherche et donner du sens et de la cohérence à ce qu'on a pu observer. Petite précision, comme on a plus de 150 entretiens, on travaille à plusieurs analystes dessus. Donc il y a des membres de Coalition Plus, dont je fais partie, qui travaillent sur ces entretiens, mais également des membres de la PCS et de la LCS. Donc les résultats préliminaires, donc on a déjà analysé une cinquantaine d'entretiens, ce qui est déjà un très gros corpus pour des données qualitatives. En principe, c'est des échantillons plus petits. Donc ce qui émerge principalement, il y a deux thèmes principaux. Le premier, c'est l'impact de la crise sur l'action de service VIH et de réduction des risques. Donc ce qu'on a pu observer, c'était plutôt de façon mineure, donc c'est pour ça que je précise que ces données ont été collectées en 2021. C'est que les problèmes d'acheminement des traitements et les ruptures de stock pour les traitements ARV, c'était plutôt des phénomènes rares. C'est arrivé, mais ça n'a pas été beaucoup rapporté par les personnes qui vivent avec le VIH. Donc j'imagine que la situation a changé depuis. Mais effectivement, il y a quand même quelques personnes à qui on a dû changer des molécules ou qui n'avaient pas assez de traitement pour le prendre dans des quantités suffisantes. Par contre, ce qui a été majeur sur toute la région, c'était que même si les services de dispensation aux ARV étaient disponibles, par contre, les examens médicaux de suivi trimestriel ne l'étaient pas. Donc la plupart des personnes n'ont pas pu faire leurs examens pendant toute une année parce que les services qui s'en occupaient étaient orientés vers le Covid. Ensuite, une des barrières majeures d'accès aux soins, c'était qu'en fait les personnes ne pouvaient plus se déplacer. Donc déjà, il y avait les restrictions gouvernementales, donc les gens n'avaient pas forcément le droit de sortir et de se déplacer. Celles qui le faisaient, donc on savait que c'était pour des raisons, les gens avaient peur d'être identifiés du coup comme personnes vivant avec le VIH parce qu'on les voyait dehors. Et surtout, il y avait une réduction importante des transports et un coût très élevé des taxis, des transports qui restaient. Donc la barrière principale qui est ressortie vraiment dans tous les pays de la région, c'était cette difficulté de pouvoir aller à l'hôpital récupérer son traitement. Il y avait également une crainte d'être exposé au Covid en allant chercher son traitement, que ce soit dans les transports ou alors à l'hôpital, parce que c'est là aussi où étaient traitées les personnes positives. Et une grosse crainte après de rentrer avec le Covid et d'infecter ses parents, sa famille. Et il y avait également une anticipation des mauvais traitements dans les hôpitaux publics ou dans les pharmacies, où les personnes anticipaient de la stigmatisation si elles s'y rendaient durant cette période. Enfin, le deuxième gros thème qui est apparu dans les entretiens, c'est vraiment une aggravation de certaines vulnérabilités socio-économiques et aussi une apparition de nouvelles vulnérabilités. Déjà d'un point de vue économique et alimentaire, ça a été très compliqué pour les personnes vulnérables. Il y avait des pertes d'emploi, des difficultés pour retrouver du travail et en parallèle une hausse des prix, une crainte de pénurie alimentaire et de certains traitements. Les magasins étaient fermés et le soutien financier de la part des États était perçu comme étant faible ou inexistant durant cette période. Également des grosses problématiques en santé mentale. L'isolement imposé par les couvre-feux et les mesures de quarantaine a été très mal vécu pour des personnes qui étaient déjà dans des situations de vulnérabilité mentale du fait de leurs conditions de vie précaires et de la stigmatisation. Ça a conduit à beaucoup d'états dépressifs, des personnes qui rapportent avoir eu des pertes au niveau des habiletés sociales, ne plus savoir comment on se comporte avec des gens de façon naturelle à la suite du Covid. Beaucoup de stress et une charge mentale décuplée pour ceux qui avaient des familles avec beaucoup plus d'inquiétude sur comment payer son loyer, pouvoir nourrir ses enfants, s'occuper des personnes à charge dans la famille. Donc il y a eu des réponses communautaires pour essayer d'atténuer l'impact de la crise et des mesures qui étaient associées sur ces personnes. Donc déjà, on a vu que les personnes qui avaient eu des difficultés pour se procurer leur traitement, soit parce qu'elles ne pouvaient pas y aller, ou parce qu'elles avaient peur d'y aller, ou si elles n'y étaient plus, les associations ont pu se mobiliser pour arriver à leur fournir des traitements et leur trouver les bonnes molécules pour essayer qu'il y ait le moins possible d'interruption de traitement et de rupture d'adhérence. Il y a aussi eu des distributions donc, de matériel de kits d'injection et aussi de kits d'hygiène, c'est-à-dire des masques et du gel hydroalcoolique pour se protéger donc, de la transmission du Covid. Donc en conclusion, le Covid-19 a eu un impact négatif sur le bien-être des populations vulnérables et vivant avec le VIH, que ce soit sur le plan psychologique, sanitaire et économique.
Les points d'attention vraiment post-Covid, c'est de veiller à ce que toutes les personnes qui n'ont plus accès à leurs suivis médicaux reviennent par leurs examens, qu'il y ait un nouveau engagement dans le soin qui soit remis en place, stabilisé, et ainsi qu'il y ait un support psychologique. Aussi, cette étude a permis de collecter des données pertinentes hors Covid, notamment sur l'accès difficile au traitement de substitution pour les personnes qui s'injectent des drogues dans la région. Donc les résultats finaux de cette étude devraient permettre d'identifier des pistes d'action concrètes pour les organisations communautaires, que ce soit en temps de crise, mais aussi au quotidien dans les années à venir pour lutter efficacement contre le VIH et le VHC.